avant la fin de l'année. La prochaine causerie, je le rappellerai, donc c'est début janvier. Je vous remercie, vous tous dans la salle. Donc je rappelle, ça se passe ici en présentiel à Cézy-Nanterre, dans l'amphithéâtre, mais nous sommes évidemment aujourd'hui, depuis quelques années déjà, suivis en live. Le live sur notre campus d'Orléans en particulier, bonjour à tous, mais également sur les 25 campus en France, et aussi très bien chez vos tuteurs, des relations personnelles ou institutionnelles. Nous avons toujours le plaisir d'avoir de plus en plus de personnes qui nous suivent, et ça vraiment merci à vous de suivre les causeries. Les causeries, c'est quoi? C'est un cycle de conférences qui aujourd'hui existe depuis 8 ans. Un cycle de conférences de 13h à 14h tous les mardis, de fin octobre à fin avril, dispensant des thématiques diverses et variées. Vous avez pu le voir, vous qui êtes là, sur le programme. Donc, vous avez de la méthodologie de l'ingénieur, des entreprises du XXIe siècle, les sciences humaines ou encore la culture générale à travers des thématiques d'art, d'international, économie, etc. Donc, je vais laisser la parole au causeur du jour, donc M. Badon, qui nous fait le plaisir d'intervenir pour la première fois lors de ce cycle de causerie. Merci à lui d'être là. Et donc, je vous rappelle qu'une causerie, c'est aussi un partage. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, vous dans la salle en levant la main, ou à travers le live en envoyant votre question à causerie au pluriel, idfc@cesi.fr. Donc, nous prendrons la parole tout au long de la causerie, afin de répondre à vos interrogations. Je vous remercie, je laisse la parole donc à Patrick aujourd'hui, et bonne causerie à tous. Merci. Alors, le sujet que nous allons aborder, on n'a pas beaucoup de temps en réalité, parce que si j'ai bien compris, ça ne doit pas dépasser 1 heure. Mais c'est un sujet fondamental. C'est le sujet de la mixité femmes-hommes, donc de l'égalité professionnelle, mais de l'égalité aussi dans la société, en politique, dans toutes les actions de la vie en société. C'est vraiment un sujet important parce que c'est la première fois que des sociétés tentent d'imposer une égalité, de réparer l'injustice, d'imposer une égalité femmes-hommes, et surtout de mettre en place des sociétés mixtes. C'est-à-dire simplement que nos sociétés se sont organisées depuis des millénaires autour d'espaces masculins et d'espaces féminins, autour de qualités ou de défauts féminins ou masculins, ou même de compétences féminins ou masculins. Ce qui n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de réalité biologique à l'inégalité entre les genres. Normalement, et c'est ce qu'on va essayer d'aborder aussi ensemble, c'est une question simplement de culture. La façon dont la société est organisée va organiser un système d'inégalité entre les femmes et les hommes. Mais ça n'a aucun fondement biologique. Ça, c'est très important d'en accepter le principe. Alors, travailler sur la mixité aujourd'hui, c'est vraiment aussi très intéressant parce que c'est un bouleversement de société. C'est-à-dire que nous n'avons jamais eu de société mixte. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu pourquoi nos sociétés se sont organisées de cette façon-là. Ce n'est pas du tout des hommes qui ont été à la conquête des femmes et qui ont tenté d'imposer leur autorité sur les femmes dans la société. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. C'est pourquoi, en réalité, la mixité va être un challenge immense pour une raison assez simple, c'est que l'organisation des différences entre les sexes, elle est au fondement même de notre système de pensée. Que ce soit un système de pensée scientifique, philosophique, religieux, nous raisonnons tous en fonction de l'opposition entre des qualités supposées féminines ou supposées masculines. Par exemple,
la lumière et les ténèbres. On est sur une opposition. Le froid et le chaud. L'actif et le passif. L'impur et le pur. Le juste et l'injuste. Donc on a construit notre raisonnement comme ça, de façon assez structurée. Et pour avancer sur la mixité, avancer sur l'égalité femmes-hommes, il faut se libérer de cette façon de penser, ce qui est le plus difficile. Donc il faut déstructurer notre pensée. Ce qui n'est pas simple, c'est pourquoi les progrès sont très lents. En réalité, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup d'actions politiques, il y a beaucoup de lois qui sont posées. Mais en réalité, non seulement c'est lent, mais nous avons aussi des marches arrière. Alors quand je dis des marches arrière, par exemple, l'IVG, le droit à l'IVG, la liberté de l'IVG, est remis en question tout le temps, partout. Aux États-Unis, pratiquement la moitié des États américains ont voté des lois restrictives sur l'IVG. Hein, donc à chaque fois qu'on pense qu'on a un droit, que c'est une avancée sociétale, eh bien il y a quand même une résistance qui se met en place, et puis une sorte de marche arrière. Par exemple, le nombre de femmes qui a une activité professionnelle dans le monde, on pourrait penser que les choses avancent. Eh bien non, cette année, ça a baissé de 3%. Il y a 3% de moins de femmes qui ont dans le monde des activités professionnelles. En France, l'égalité salariale, il y a un gap entre le salaire masculin et le salaire féminin, encore. Mais le pire, c'est qu'en France, on est le seul pays d'Europe où le gap s'est approfondi de 1%. Donc voilà, on ne peut pas dire que ce soit acquis. Aux États-Unis, qui nous donnent beaucoup de leçons de morale, à tort, sur les 500 plus importantes entreprises des États-Unis, combien de femmes sont à la tête de ces entreprises? 25. Donc même les pays qui ont l'impression d'achever cette transformation-là, en fin de compte, n'y parviennent pas si facilement que ça. Voilà, donc c'est vraiment, comment je pourrais dire, un vrai défi pour chacun. Et je pense que réussir cette transformation de la société ne peut passer que par le travail, en réalité. Bien sûr, l'éducation, mais par le travail, c'est-à-dire par l'entreprise. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de projets dans les grosses entreprises pour faire avancer ces idées, pour mettre en place des structures qui les légitiment. Mais voilà, mais même ça, c'est pas simple, mais en tout cas, on essaie de le faire. J'ai beaucoup travaillé sur les systèmes religieux, sur les mythologies, sur les systèmes de pensée, sur l'anthropologie religieuse. Et on arrive à une conclusion assez simple, un constat assez simple, c'est que la question du statut féminin est au cœur de toutes ces problématiques-là. Que ce soit un système de pensée religieux, philosophique ou scientifique, on revient toujours à cette réflexion-là. Le problème des mythes, des mythologies, c'est qu'elles transmettent une morale sociale. Et elles transmettent des morales qui sont acceptées sans entrer dans une critique. Elles sont acceptées comme si c'était des vérités, alors que ce sont des récits faits justement pour transmettre ces morales. Je vais vous donner deux exemples. La question que la plupart des mythes véhiculent, c'est celle de comment est-ce que les femmes mettent au monde des êtres différents d'elles. C'est-à-dire qu'on comprend bien comment une femme peut donner naissance à une fille, parce que ce serait dans leur esprit, pas dans le nôtre, dans leur esprit, ce serait une transformation, une métamorphose de soi-même en une autre soi-même. Donc,
on comprend plus ou moins la métamorphose, mais comment créer un être différent? Et donc ça fait partie un peu des récits mythologiques, parce que la conclusion des mythes, c'est de dire, ah ben, c'est simple, les femmes donnent naissance à des filles à partir d'elles-mêmes, donc toutes les filles naissent d'Ève, par exemple, elles descendent tous de la même ancêtre, elles sont terrestres, donc elles sont moins pures que les hommes. Et les hommes, eux, pour qu'ils viennent au monde, eh bien, il faut qu'il y ait une intervention céleste, et donc c'est les divinités qui sont supposées être intervenues pour que des personnalités comme ça viennent au monde. Hein. Donc, évidemment, c'est totalement faux, mais on retrouve ça dans tous les systèmes religieux dans le monde. Et on retrouve, par exemple, le fait que la plupart des héros, ou la plupart des comment on pourrait appeler ça, des héros des religions, prophètes et autres personnages héroïques dans les religions, naissent généralement de mères stériles, pour justement donner l'impression qu'en fin de compte, c'est une intervention divine qui a fait que le héros est venu au monde. Donc, on est dans une construction qui nous conduit à rendre la femme terrestre et l'homme céleste, l'homme pur, et la femme qui serait porteuse d'impureté. Ce qui est faux, mais ce qui est véhiculé depuis des millénaires. Le cœur, quand même, de cette pensée, c'est la logique de séparation. C'est-à-dire que nos sociétés, plus ou moins toutes, se sont construites sur des logiques de séparation entre les personnes, sur la base des apparences, par exemple, mais d'abord sur séparation entre le féminin et le masculin. Et il y a un mythe qui a circulé, qui circule toujours, et qui est très efficace, c'est que les premiers hommes, avant que l'humanité naisse, étaient doubles. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait deux personnes, c'est-à-dire l'être était double, il était une partie féminine, une partie masculine, ou il était deux parties masculines ou deux parties féminines, 4 jambes, 2 sexes, 2 têtes, 4 bras, etc. Ça leur donnait beaucoup de puissance, et le dieu grec, Zeus, décide de limiter leur pouvoir, et donc va les séparer en deux, et il fait naître l'humanité comme ça, en séparant donc le féminin du masculin. Voilà. Et donc ce genre de récit va totalement imprégner notre façon de penser, et donner une sorte de légitimité à la séparation d'espace entre femmes et hommes, la séparation des métiers et des activités entre femmes et hommes, et les compétences, bien sûr. Ça veut dire que si on veut faire avancer le principe de mixité, arriver à une réelle égalité féminin-masculin, professionnelle, il faut s'émanciper de ces récits. Il faut se déstructurer ces récits, les comprendre, les digérer et ensuite les mettre de côté. Parce qu'en réalité, travailler sur la mixité, c'est créer une nouvelle société dans le monde. C'est réellement une refondation du monde. Donc c'est pas anodin, c'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça que c'est lent, c'est pour ça qu'il y a des retours en arrière. En réalité, nous nous sommes organisés dans la société que nous connaissons, nous sommes tous dans des sociétés patriarcales. Toutes les sociétés du monde sont patriarcales. Il y a de temps en temps des petites micro-sociétés qui sont matrilinéaires, c'est-à-dire que le pouvoir se transmet par la mère, ou les richesses se transmettent par la mère, ça peut arriver, mais c'est vraiment des accidents de parcours, je dirais, des réajustements de la société, mais ce n'est pas un système répandu. Le système patriarcal, c'est le système que nous connaissons tous,
Et c'est le seul que nous connaissions, en réalité. Mais le système patriarcal, il est né à une période qui a permis l'immersion de cette organisation-là. Hein. Pour être assez simple, on a étudié des tribus qui vivent aujourd'hui comme à l'époque des chasseurs et des cueilleurs. Je ne sais pas si vous connaissez ces types de populations. C'est-à-dire que nous étions tous des chasseurs et des cueilleurs. C'est-à-dire que les groupes humains étaient en déplacement perpétuel, en quête de nourriture. Donc ils étaient plus que nomades dans le sens où ils ne s'arrêtaient pas. Hein. Donc ils étaient en permanence en déplacement dans un grand garde-manger. Hein. Et le territoire était un lieu de passage dont ils glanaient les noix, les racines, etc., pour se nourrir. Et une partie de la population aussi chassait. Cette période-là, aucune inégalité entre l'homme et la femme. Aucune répartition de charges entre l'homme et la femme. Les femmes chassaient comme les hommes, elles faisaient exactement les mêmes choses que les hommes. Il n'y avait dans ces groupes humains aucune différenciation. Les femmes avaient un enfant peut-être tous les 5 ans, et quand elles l'avaient, elles le gardaient avec elles, et elles continuaient d'accomplir les mêmes tâches qu'elles faisaient sans enfant. Hein, mais d'un autre côté, une fois qu'elles sont avec un enfant, elles ne sont pas disponibles sexuellement, donc ces périodes de nomadisation, c'est des périodes où les femmes avaient très peu d'enfants, et il n'y avait pas du tout de construction, de répartition de tâches ou de construction d'une inégalité. Il s'est passé quelque chose pour qu'on change de société. On a, depuis 50 000 ans, jusqu'à 20 000 ans à peu près, on a eu la fonte, la fin de l'ère glaciaire, hein, en gros, d'une courte ère glaciaire. Bon. Inondation, le niveau de la mer augmente de 100 mètres, les territoires sont inondés, les gros animaux disparaissent, il ne reste plus que les moyens, les petits et les moyens. Donc ça change totalement le rapport à la chasse et aussi le rapport à la nourriture. Parce que l'humidification permet de rendre les territoires très fertiles. Et on va se retrouver dans des régions comme ce qu'on appelle encore aujourd'hui le croissant fertile. C'est les régions qui vont de la Mésopotamie, je dirais, à la Syrie, l'Égypte, etc., qui sont hyper fertiles. Donc les populations qui étaient en déplacement permanent et qui passaient leur temps à ramasser la nourriture, à la chercher, ils n'ont plus besoin parce qu'ils la trouvent à domicile. Donc ils vont se sédentariser. En se sédentarisant, ils vont se rendre compte que l'agriculture, c'est quand même plus simple que d'aller chercher un peu plus loin de quoi se nourrir. Et donc on a la naissance de l'agriculture. Et là on est il y a 20 000 ans. Et les traces les plus anciennes que nous avons d'agriculture, c'est il y a 9-10 000 ans. C'est à ce moment-là, en raison des circonstances donc, pas en raison de la biologie, en raison des circonstances géographiques et climatiques, qu'il y a eu une répartition de tâches entre les hommes et les femmes. Parce qu'une fois qu'elles sont sédentarisées, elles ne sont plus en déplacement permanent, elles n'avaient qu'un enfant tous les 5 ans, maintenant elles auront dans leur vie une dizaine d'enfants. Et donc les tâches des femmes vont aller à l'intérieur et les tâches des hommes vont aller à l'extérieur. Voilà. Cette répartition de tâches, c'est important d'en parler parce que c'est le début de la non-mixité des métiers. Aujourd'hui, la part de métiers mixtes, c'est-à-dire qui sont naturellement féminisés et masculinisés de façon équitable,
elle représente 17 à 20% des métiers. Hein, les autres métiers, donc 80% des métiers, obéissent à des codes féminins ou obéissent à des codes masculins. Et ça, c'est très important parce que c'est ça notre combat, c'est-à-dire, par exemple, développer la part féminine dans les sciences, qui étaient considérées, il y a encore 20 ans ou 30 ans, des métiers masculins. Le combat, les efforts pour la mixité, et c'est ça qui est aussi un peu, quelquefois, décourageant, ces efforts ne datent pas d'aujourd'hui. On a l'impression qu'on a inventé une nouvelle société maintenant. Non, ça fait des siècles qu'il y a des personnes qui tentent de faire passer ces idées-là. Vous aviez, par exemple, le premier livre féministe est paru en 1673, de l'égalité des sexes. Et c'est Poulain de la Barre, un humaniste du début de la Renaissance, qui a publié ce livre-là, en expliquant que les inégalités hommes-femmes étaient des inégalités, étaient des inégalités culturelles, mais n'étaient pas des inégalités biologiques. Vous aviez ensuite, en 1790 par exemple, Condorcet, qui s'est battu pour que les femmes aient accès à la vie politique et qu'elles puissent aussi agir pour la vie dans la cité. Il n'est pas réussi. Mais enfin, voilà, donc on a une histoire, mais cette histoire n'a pas mené à quelque chose de très constructif en réalité. De très concret en tout cas. Il y a des progrès. Parce que je vous ai parlé que des choses un peu négatives. Il y a des vrais progrès. Il y a par exemple la loi Zimmermann qui impose des quotas de femmes dans les conseils d'administration. Mais je dois dire que c'était plus subtil que ça. C'est-à-dire que dans cette loi, chaque genre doit être représenté au minimum à 40%, que ce soit masculin ou féminin. Hein, donc, ça a fonctionné, puisque aujourd'hui on est un peu les leaders pour le nombre de femmes dans les conseils d'administration des boîtes importantes, avec environ 45% de femmes dans ces conseils d'administration. Mais la résistance dont je vous parlais tout à l'heure fait que ça n'a pas influencé les conseils d'administration des autres entreprises, des plus petites. Ça n'a pas influencé les COMEX, les COMDIR des entreprises. Et il y a toujours, dans ces entreprises, environ 17%, 18% de femmes, ce qui est très très peu dans les instances dirigeantes. Donc du coup, il y a une nouvelle loi. C'est la loi Rixain. La loi Rixain, elle impose à horizon 2027 30% de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises et à horizon 2030, 40%. En réalité, et donc ce qui est une bonne chose, en réalité, la vraie mixité, c'est ça. C'est pas 50-50, c'est pas une parité. La vraie mixité, c'est 40% d'un genre, à partir de 40% d'un genre. Donc c'est des avancées, mais comme je vous le disais, il faut le concrétiser avec des changements de mentalité. Et c'est ça le plus difficile. Le fait qu'il y ait beaucoup de résistance demande plus de vigilance, plus d'engagement de chacun. Et je me demande si on n'est pas déjà en train de vivre ce qu'on appelle un backlash. Le backlash, si vous ne connaissez pas, ça a été théorisé dans les années 90. Le backlash, c'est le principe que si on fait des réformes, si on avance trop vite sur des sujets,
ou si on avance très vite sur des sujets, si les personnes ne les comprennent pas avant de les appliquer, eh bien, il y a une marche arrière, il y a un retour de manivelle, et on peut revenir à des situations plus difficiles que c'était le cas avant. Hein. Donc, est-ce que nous nous dirigeons vers un backlash? C'est une vraie question. Parce que on sait que depuis 2017, on a un recul des droits des femmes dans le monde. Hein. Donc, ce recul, on l'a chiffré, c'est-à-dire que c'est Davos, avec son Gender Gap Report, c'est Davos qui montre chaque année un peu où on en est, surtout au niveau des droits professionnels, des droits professionnels, et a montré que nous avons pris 50 ans de retard sur ce que nous avions projeté auparavant. Donc il y a un ralenti, il y a un retour. C'est-à-dire que, par exemple, l'égalité professionnelle, au rythme où nous allons, c'est dans 257 ans. Donc ça va, c'est... Voilà. La parité, s'il y en a une, mais la parité, 135 ans. L'égalité politique, 145 ans. Et surtout, ce qui, pour moi, est essentiel, et c'est ce sur quoi il faut être très vigilant, le travail domestique, le travail non rémunéré que les femmes accomplissent. Et on aurait, au rythme où nous allons, hein, nous aurions l'égalité de la répartition de tâches non rémunérées en 2220. Donc on est quand même très très loin d'avoir réussi. Ça veut dire qu'il faut qu'on accélère ces sujets-là. Hein, on a toujours l'impression que les droits sont acquis, que les choses fonctionnent, mais on doit les faire fonctionner en réalité. Hein, donc ce backlash, je dirais qu'il nous menace. Comment on peut se battre contre ça? Comment on peut faire avancer ces idées? Imposer la mixité femmes-hommes et l'égalité professionnelle femmes-hommes. Moi, je pense vraiment que c'est d'abord s'attaquer à des principes, à des acteurs fondateurs des inégalités. Ces facteurs, c'est quoi? C'est la grossesse. Une femme, dès qu'elle a sa première grossesse, elle perd 23% de ses revenus. Ensuite, 7% de ces femmes perdent 100% de leurs revenus. Et l'effet grossesse sur les revenus d'une femme, l'effet grossesse se fait sentir sur 5 ans. Et les femmes perdent sur 5 ans environ 14% de leurs revenus. Donc je dirais que la première source d'inégalité, c'est la grossesse. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc on a fait, par exemple, le congé paternité, c'est-à-dire l'obligation pour les hommes de prendre des congés pour s'occuper de leurs enfants, ou d'un enfant qui vient de naître. Hein, donc, et c'est une obligation. Il y a une semaine obligatoire. Il y a 4 semaines, je crois, possibles, et une semaine obligatoire. Donc il y a des choses à faire. Des choses à faire dans l'entreprise, évidemment. Et j'en parlerai après, parce que c'est une question de relation entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça aussi, il faut changer ces relations-là pour accélérer le changement. Le deuxième effet le deuxième acteur de l'inégalité, je dirais, c'est le travail domestique. Hein, c'est-à-dire que les femmes accomplissent 75% du travail non rémunéré, qu'on appelle domestique, hein, mais qui inclut le foyer, qui inclut les enfants, qui inclut la charge des personnes qui sont âgées ou des personnes qui ont un handicap, etc. Le care, ce qu'on appelle le care, 75% est accompli par les femmes. Ça veut dire que ce travail non rémunéré empêche les femmes d'avoir des métiers, enfin pas toutes,
mais beaucoup, ça les empêche d'avoir des métiers et des carrières professionnelles. Elles ont l'obligation, quelque part, de choisir des métiers à temps partiel qui ne sont pas porteurs de projection professionnelle. Ça veut donc dire que si on veut œuvrer pour la mixité, pour l'égalité professionnelle femmes-hommes, il faut régler le problème du travail domestique. Ça veut dire qu'il faut arriver à créer les conditions d'une répartition équitable, 50-50, du travail domestique dans les foyers. Et ça ne peut pas reposer sur une seule personne. Et ça, c'est le vrai, je dirais, c'est le vrai sujet. Parce que, du coup, on a d'un côté la vie privée, avec ses obligations, et de l'autre côté, les intérêts de l'entreprise, avec la vie professionnelle. Donc ça veut dire que ça va faire partie du package pour créer ces conditions-là. Le dernier point, c'est le système de dons. Ce travail qu'on appelle domestique, en fin de compte, il obéit à une logique. C'est le système de dons. C'est-à-dire les femmes, depuis 20 000 ans, accomplissent des tâches qui contribuent au fonctionnement de la société, mais qui ne contribuent pas à leur propre liberté économique. Et ça, c'est un des sujets importants, c'est le système de dons. Dans l'entreprise, et c'est là où il y a aussi un deuxième étage à la fusée de ce bouleversement-là, de la mixité, c'est que le système de dons dont je viens de vous parler, quand les femmes, qui sont la moitié de l'humanité, vont entrer pleinement dans le monde du travail, de l'entreprise, etc., elles vont venir avec l'expérience du don. Ça veut dire qu'on est en train de faire entrer dans une économie marchande, on est en train d'en faire entrer une économie de dons, qui sont à l'origine contradictoires. À partir du moment où on fait entrer ces deux énergies ensemble, eh bien, on va changer le mode du travail. Et le travail est l'acteur le plus actif, le plus efficace de transformation sociétale, c'est par le travail. Donc, en faisant entrer cette expérience du don, en fin de compte, on va changer la valeur qu'on donne même au travail et on va réorganiser l'environnement social de l'entreprise. Et ce ne sera plus les mêmes valeurs. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut considérer vraiment que le féminisme n'est pas simplement une action en faveur des femmes, c'est une action en faveur de la société en général. C'est un humanisme, en réalité. J'ai fait une étude, par exemple, il y a quelques années, à la chaire Management, Diversité, Cohésion sociale, à laquelle je suis associé, à Dauphine, et on a fait une étude sur PME et diversité, les entreprises et la diversité, discrimination, etc. On a interrogé 12 000 entreprises. Et le résultat était très intéressant, c'est que les entreprises qui avaient une répartition équitable femmes-hommes dans les instances dirigeantes, eh bien ces entreprises-là avaient le plus bas taux de signalement de discrimination dans les autres catégories. Ça veut dire que quand on fait entrer dans la société une répartition féminin-masculin équitable, ça a un impact direct sur toutes les autres différences. Ça me semble très, très important de le dire. Voilà. Donc voilà, j'ai évoqué quelques idées. Si vous avez des questions, c'est peut-être plus simple. Vous avez mentionné un moment
mixité. Pourquoi 40? C'est un objectif. C'est vraiment un objectif. Ce qu'on sait, c'est que quand on a un groupe différent d'un groupe majoritaire, quand on arrive à 30%, le groupe minoritaire commence à avoir une influence sur le groupe majoritaire. Donc on a des ratios comme ça, mais l'objectif qu'on se fixe, à chaque fois, c'est 40%. Mais ce n'est pas la parité forcément, parce que la parité, on peut l'atteindre à un moment donné, et puis 2 minutes après, on n'est plus dans la parité. Hein. Par contre, tout ce qui est politique, tout ce qui est sociétal, oui, on peut imposer une forme de parité dans la fonction publique, etc., par exemple, hein. Mais pas dans l'entreprise privée. Merci. Une autre question? Oui, j'arrive. Si, bonjour. Bonjour. Merci pour votre intervention. Du coup, ma question est la suivante. Ne parlons plutôt pas d'équité au lieu d'égalité, d'équité et de parité dans l'entreprise ou dans la société au lieu d'égalité, parce que je pense que ce soit du côté de la femme ou de l'homme, parce que les femmes, à part tout ce qui est lié à la société, toutes les charges qu'elles ont aussi, d'après moi, je pense qu'il n'y aurait pas forcément d'égalité, mais plutôt d'équité, de parité dans la société, dans l'entreprise, que d'égalité. La question de l'égalité, ce n'est pas l'égalitarisme. Hein. L'égalité, c'est l'égalité de droit. Hein. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas aussi créer les conditions que le droit ne soit pas respecté. Je vais donner un exemple simple. Les réunions dans les entreprises. Si on fait des réunions après 4 heures, après 16 heures, et on fait des réunions avant 20 heures, avant 8 heures du matin, ça veut dire qu'on empêche certaines femmes qui, pour l'instant, s'occupent en grande majorité des enfants. Il faut qu'elles aillent déposer les enfants à l'école, qu'elles arrivent pour les réunions. Ça veut dire qu'elles renoncent. Donc il faut faire attention quand on dit droit, c'est pour ça. Quand on dit droit, équité, quand on dit équité, ça veut dire qu'on laisse jouer quand même une adaptation. Ça veut dire que l'entreprise, elle doit dire, moi, pas de réunion, pas de meeting avant 10 heures, et voilà, et pas de meeting après 15 heures, par exemple. Il y a pas mal d'entreprises qui le font, hein, qui commencent à le faire. Hein, parce que sinon, c'est presque une discrimination que de créer les conditions où la femme ne peut pas venir à la réunion. Hein, donc voilà, pas l'égalité, oui, mais dans le sens d'égalité de droit, évidemment. N'oublions pas que les personnes pensaient vraiment que les compétences professionnelles étaient sexuées. 90% des femmes et hommes ont des préjugés sexistes. C'est 56% des femmes considèrent que des hommes sont plus efficaces comme représentants politiques. Donc on a tous ces stéréotypes-là qui sont adoptés par les personnes, hein, qu'elles soient femmes ou hommes. Tout le monde a des préjugés. N'oublions pas que le préjugé, le stéréotype, etc., répondent à notre façon de réfléchir. Nous pensons par analogie. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément du racisme que d'avoir des stéréotypes. On peut avoir des stéréotypes ou des préjugés sans pour autant considérer que les personnes ont des droits inférieurs. Bonjour monsieur. Alors, ma question est celle de savoir comment concilier en fait la compétence et la mixité. Alors, peut-on pas juger juste les gens en fonction de leurs compétences plutôt qu'en fonction de leur sexe? Ah oui, bien sûr. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Jusqu'à présent, il y a je vous le disais, il y a la grande majorité des métiers qui étaient féminisés, il y avait plus de femmes que d'hommes dans certains métiers parce qu'ils étaient considérés féminins. Et il y a des métiers qui sont considérés masculins, comme la construction, par exemple.
et qui sont considérés masculins. Bon, je vous ai expliqué tout à l'heure d'où ça venait. Donc ça vient de la préhistoire, ça vient de la sédentarisation, ça vient du début de l'agriculture, etc. Donc il y a des raisons, mais ce n'est pas des raisons qui sont liées à la compétence réelle, c'est à la sexualisation des compétences. C'est une erreur. Hein. Mais là, pourquoi c'est difficile aujourd'hui que les femmes entrent dans des métiers masculinisés ou que des hommes entrent dans des métiers féminisés? Par exemple, sur les sages-femmes, il y a eu une entrée d'hommes il y a une dizaine d'années dans les métiers de sage-femme, et ils sont repartis. Ils sont repartis parce que socialement, les codes étaient des codes féminins, historiquement, et donc ils ne sont pas trouvés adaptés à ces codes-là. Ça veut dire que, de la même façon, dans la construction, aujourd'hui, il y a des codes masculins, il faut changer ça. Et il faut que ces codes soient mixtes, en réalité, pour que chacun se trouve à l'aise dans l'environnement dans lequel il va. On n'entre pas, un métier n'est pas nécessairement sexualisé. On a des questions via le live, qui se recoupent un peu, donc je vais essayer de faire le résumé. Donc on a Rénal qui se demande donc, comment aider les jeunes à dépasser les stéréotypes genrés. Et on peut se demander, dans les entreprises aujourd'hui, avec les jeunes embauchés, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont mises en place? Est-ce que vous avez des exemples sur ce sujet pour justement, qui peuvent tendre à cette mixité, en fait, avec les jeunes embauchés, puisque aussi on a quand même un public qui est dans cette situation-là. Oui, le meilleur atout de la mixité, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise crée les conditions de l'exemplarité. Il faut, par exemple, et ça arrive dans certaines entreprises que je connais, je parle de métiers qui sont masculins pour l'instant, et dans lesquels on voudrait qu'il y ait un équilibre féminin aussi. Hein. Et donc, comment attirer des femmes dans ces métiers-là? En leur donnant un plan de carrière, dès le début. C'est-à-dire qu'on donne le plan de carrière, on donne un calendrier de formation, et ces personnes dans l'entreprise sont suivies par des commissions qui vont les suivre tout au long de leur parcours, par exemple pour devenir chef de chantier. Bon, il n'y a pas beaucoup de femmes chefs de chantier, il y en a pas beaucoup, il en faut plus. Donc il y a des initiatives comme ça où on crée tout. Maintenant, l'environnement doit être aussi mixte. Bon, moi, il y a des choses que je suggère souvent parce que ça ne coûte rien et c'est pratique, c'est de nommer les salles de réunion et que les salles de réunion soient nommées en souvenir d'une personnalité féminine, Marie Curie, une femme astronaute, etc. Des femmes dans des métiers où elles ne sont pas attendues. Et, parce qu'il y a aussi ça. Il y a le fait que quand une personne vient pour un interview, pour un entretien d'embauche, par exemple, de recrutement, il faut qu'elle arrive dans un environnement qui soit mixte. Parce que si elle arrive dans un environnement qui est masculinisé, elle ne va pas se sentir ni à l'aise, elle ne va pas être au top de son efficacité professionnelle. Hein. Donc on doit changer l'environnement lui-même. Justement, Muriel se demandait la violence des relations de pouvoir dans l'entreprise ou en politique n'est-elle pas un frein justement à cette parité? J'imagine que oui, mais comme vous le dites, arriver dans une entreprise où rien n'est mis en place, ça diminue d'autant plus la confiance en soi et pour une femme qui voudrait évoluer dans ce milieu. Oui, mais c'est ce qui doit être surveillé. C'est pour ça que, normalement, dans une entreprise qui se respecte, il faut qu'il y ait des référents mixité, c'est-à-dire des référents qui vont travailler sur le problème de sexisme, hein, parce que ça aussi c'est important. Hein. Et surtout, je trouve extrêmement dangereux le sexisme qui est ordinaire. Hein. C'est beaucoup plus présent, beaucoup plus dangereux pour une femme, parce que je dirais sur un sexisme hostile, une personne sait se défendre, parce qu'elle a identifié le danger. Mais quand on est dans un sexisme bienveillant, entre guillemets bienveillant,
eh bien, la personne met du temps à pouvoir se défendre intellectuellement contre une agression qui serait du sexisme bienveillant. Le sexisme bienveillant, c'est comme du paternalisme, c'est une façon de transmettre de façon invisible, de transmettre les codes du passé des relations féminin-masculin. Donc il faut se méfier autant du sexisme bienveillant que du sexisme hostile. On a vu dans les études qu'on a faites que le sexisme hostile se retrouve dans un pays à égalité, généralement, c'est corrélé à égalité avec le sexisme. Quand il y a du sexisme hostile, il y a du sexisme bienveillant, et vice-versa. J'avais une question, moi, plutôt sur... en amont, est-ce que vous avez fait des recherches, justement, parce que les personnes qui arrivent dans le monde du travail, dans les études supérieures, elles ont un vécu, elles ont déjà une appropriation de codes liés à leur culture, leur éducation. Est-ce que des choses sont mises en place en amont sur les écoles primaires, collèges, lycées, où là, finalement, la personnalité se forge et c'est là qu'on a peut-être plus de chances de toucher les esprits et les mentalités? Oui, mais c'est la base. Moi, je fais des rencontres dans des classes de 4e. Pas tout le temps, mais j'en ai fait pas mal. Et c'est important, et ce n'est pas fait. Voilà. J'ai fait une série de livres avec Actes Sud Junior à destination des jeunes ados sur justement les tabous, les religions, l'égalité homme-femme, enfin voilà, tous les sujets qui nous intéressent, la diversité, les discriminations, etc. Il faut ça, c'est illustré, etc. Il faut ça, mais c'est vrai que ça devrait être enseigné. C'est un sujet qu'il faut enseigner. Des questions dans la salle? J'arrive. Bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis en MDRH. Vous avez parlé tout à l'heure de la difficulté parfois à attirer les femmes sur certains postes ou certains métiers, enfin certaines filières. Mais parfois le problème, c'est pas plutôt d'attirer les femmes sur ces postes, mais c'est plutôt de se retrouver confronté à la mentalité du manager qui refuse d'embaucher une femme sur ce poste. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous, on peut mettre en place pour changer les mentalités dans les sphères un peu plus hautes pour qu'il y ait plus ce blocage, en fait c'est très courant. Le manager qui ne veut pas changer son habitude managériale, qui préfère travailler avec des hommes. Parce qu'à l'origine, on parlait toujours de préhistoire, mais pour moi, c'est quand même la source de tout ça. Les sociétés se sont construites sur la ressemblance. Les gens voulaient vivre ou travailler ou reconnaissaient quelqu'un de leur groupe à partir du moment où ils se ressemblent. Bon, ils se ressemblent physiquement, etc. Par exemple, la couleur de peau, les cheveux, les yeux. Bon, c'est la ressemblance. Ça, on le retrouve avec les managers qui veulent recruter des personnes qui ont fait les mêmes études, qui sortent des mêmes écoles. Ils se disent, je suis avec quelqu'un qui me ressemble, donc je vais mieux m'entendre, ça va être plus facile. Donc c'est tout ça qu'il faut changer. Le problème, c'est que quand on veut construire une valeur humaine dans l'entreprise, il ne faut pas que les personnes démissionnent tous les 2 ans. C'est ça le problème. Et les femmes, elles démissionnent très vite, justement quand elles sont dans quand elles sont dans un environnement dont les codes sont trop masculins. Mais l'argument à donner, c'est que d'abord, il y a des lois. Ces nouvelles lois dont je parlais tout à l'heure, la loi Rixin, ça veut dire 30% de femmes et 40% de femmes en 2030 dans les instances dirigeantes, c'est-à-dire pour les cadres. On n'est pas dans les conseils d'administration, là. On commence à aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'entreprise elle-même. C'est un exemple. Mais c'est vrai qu'il faut créer des commissions dans l'entreprise, quand il n'y en a pas, des commissions féminin-masculin. Voilà, il faut des référents. Voilà, c'est un travail de fond. C'est pour ça que je voulais vous montrer tout à l'heure que c'est difficile. Ça veut dire qu'on ne va pas se contenter de petites mesurettes, quoi. Pour régler ce problème et vraiment que ça s'inscrive dans la durée, il faut qu'il y ait des vrais faits, des vraies actions qui soient dans vraiment pas juste du cosmétique. Je me rappellerai toujours
de toutes ces entreprises qui ont signé les chartes diversité. Donc beaucoup d'entreprises ont signé les chartes diversité, mais qu'est-ce qu'ils font pour la diversité? Rien. On est juste dans l'annonce. Et c'est de la communication, mais ce n'est pas l'action de fond. Et sur ce sujet, il faut une action de fond, parce que la résistance, elle est réelle. Et au niveau de l'Europe, est-ce qu'il y a vous parliez des lois nationales, mais est-ce qu'au niveau de l'Europe, il y a des choses qui font qu'on veut Alors, oui, uniformiser les pratiques? Non, l'Europe, il y a eu beaucoup d'annonces. Et pour la première fois, il y a une directive sur les entretiens, la transparence salariale, notamment pendant les entretiens d'embauche. Donc là, il y a une nouvelle réglementation. C'est une directive européenne qui maintenant impose aux entreprises de se mettre en conformité avec le processus de transparence salariale d'ici dans 2 ans. Voilà, dans 2 ans. Donc elles ont 2 ans pour se mettre en conformité et appliquer le processus. Voilà. Mais c'est la première fois que l'Europe prend une directive dans cette direction-là. Parce qu'avant, elle annonce plein de choses. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Mais en réalité, elle n'a pas pris de mesures qui soient restrictives. Et c'est la première. J'arrive. Parce que, juste pour finir, pardon, l'inégalité salariale, c'est 25% dans le monde. Hein. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que s'il y a une égalité de revenus salarial, ensuite que les femmes travaillent à temps partiel ou s'arrêtent pour leur grossesse et que ce n'est pas compensé, etc., ça veut dire qu'en fin de carrière, elles ont une perte de 38% de revenus. Hein, et elles ont des retraites qui sont 38% plus inférieures à celles des hommes. Donc il faut y penser tout de suite. Oui, bonjour, je suis Rachid et je voudrais rebondir en fait sur cette question de grossesse et certaines situations qui est disponible pour la femme. Bon, on rencontre souvent dans certains milieux que pour monter en compétence ou gravir les échelons, les femmes sont souvent amenées à être soumises à certaines questions, notamment vous avez combien d'enfants, quelles sont vos ambitions et autres. Et pour moi aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme courant de mixité là, quelles sont les dispositions, pour moi ça relève du gouvernement, de la réglementation bien au-delà de l'entreprise, qui amène la volonté ou qui amène une certaine exigence ou une certaine imposition à l'entreprise à ce que cela soit conformisé et ce soit facile pour la femme. Alors, sur la question de la grossesse, c'est inscrit dans le code pénal. Donc, on ne peut pas discriminer sur la base de la grossesse. Et on ne peut pas, par exemple, dans un entretien d'embauche, demander à une femme si elle a des enfants, ou un homme d'ailleurs, hein, ou si elle veut avoir des enfants, ou si elle va avoir des enfants. On ne peut pas lui demander si elle est enceinte, etc. C'est interdit. Donc c'est considéré discrimination. Et si... voilà, ça permettrait à la personne qui se trouverait victime de cette discrimination de porter plainte. Il y a le défenseur des droits, il y a plein de systèmes. Donc ça existe, on le sait, hein, cette question-là. Mais c'est au niveau philosophique, au niveau de la vie en société, il faut qu'on accompagne les obligations liées à la grossesse à travers l'entreprise aussi. C'est là où il y a une... C'est pour ça que vous êtes de plus en plus d'entreprises avec des crèches. Donc ça fait partie de cette logique. Donc on est dans cette logique, mais on n'est pas arrivé encore. Et justement, en fait, cet accompagnement de la philosophie au sein de l'entreprise, là, quelle est disons concrètement, qu'est-ce qui est mis en pratique pour permettre cela? Alors par exemple, quand vous avez une personne qui a une possibilité d'avoir un poste à l'étranger, hein, et elle ne peut pas le prendre parce que son conjoint ou sa conjointe n'a pas de job, ne veut pas partir, ne peut pas partir en même temps, etc. L'entreprise, normalement, elle s'engage à trouver un job à la personne, à la conjointe ou au conjoint, quand le conjoint va à l'étranger.
Donc ça, c'est une question de vie privée, mais voilà, de plus en plus, c'est le genre de système d'accompagnement. Il y a aussi des aides pour les travaux domestiques qui commencent à se faire. Hein, c'est-à-dire, je dirais presque des bons services domestiques, par exemple, qui sont donnés, et comme ça, faire réviser les enfants, aller les chercher à l'école, s'occuper des tâches ménagères, etc. Ben, l'entreprise peut accompagner certaines personnes en leur fournissant des bons d'échange, un peu comme des tickets domestiques. C'est en cours. Une autre question? Alors, je regardais via le live si on a une dernière question. Non, bon, on n'a plus de questions. Si c'est le cas, on va pouvoir conclure. Il est l'heure, de toute façon. On peut remercier chaleureusement M. Banon pour son intervention. Merci à vous, donc, présents aujourd'hui, et à ceux qui nous regardaient via le live. Je vous rappelle, alors, l'intervention de M. Banon sera disponible en replay sur la liste Les Causeries Saisies, la playlist Les Causeries Saisies sur le YouTube Saisie. Vous retrouverez également d'autres replays de causeries passées. N'hésitez pas à y aller pour voir ou revoir les prestations. Et je vous donne rendez-vous donc en janvier, le 4 janvier, sur l'innovation. Monsieur Boulanger viendra vous parler donc de la culture de l'innovation. N'hésitez pas à nous suivre. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous et puis en forme dès janvier 2022. Merci beaucoup. Michel, on voit qu'il y avait des questions parce que je me suis dit, mince, on va jamais finir. Non, les questions, c'était bien. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé...